Attends que je parle. Bonjour. Voilà, on m'appelle Jean-Pierre Elongbassi. J'exerce actuellement la fonction de secrétaire général de Cité et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, CGLU Afrique, qui est l'organisation faîtière représentative des collectivités territoriales du continent africain et qui est aussi la section régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale des cités et gouvernements locaux unis, CGLU. Alors, il m'a été demandé de présenter l'organisation de cette journée, dont le thème général est vers la durabilité dans les villes africaines. Cette journée, comme SSA, la Convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique subsaharienne, se tient dans le cadre du sommet Climate Change Afrique, aujourd'hui, donc 15 septembre 2021, de 9h à 15h30, heure de Dakar, temps universel. Elle comprend en fait 3 sessions. La session d'ouverture de 9h à 10h30, qui va porter essentiellement sur le financement du climat, de l'action climatique et la gouvernance multiniveau. Je vais modérer cette session. La deuxième session se déroule de 11h à 12h30 et a pour thème démystifier les CACAP. CACAP, c'est pour l'acronyme anglais Sustainable Energy Access and Climate Action Plan, qui signifie plan d'action pour le climat et l'accès à l'énergie. Elle sera modérée par Mme Marie-Anne Serve, d'Expertise France. La troisième session a lieu de 14h à 15h30 et a pour thème l'adaptation par des solutions basées sur la nature. Elle sera modérée par Mme Tara Caetano de ICLEI Africa. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette journée, notamment Climate Change, la Convention des maires pour le climat et l'énergie, le Conseil des communes et régions d'Europe, CCRE, ICLEI Africa, CGLU Afrique, mais aussi ceux qui soutiennent financièrement et techniquement le programme comme SSA, à savoir l'Union européenne, l'Agence française de développement, la coopération allemande et la coopération espagnole. Que tous trouvent ici l'expression de la reconnaissance et des remerciements de la communauté des collectivités territoriales d'Afrique pour leur accompagnement. Alors maintenant, sans tarder, je voudrais introduire la session d'ouverture de cette journée comme SSA sur les défis du financement de l'action climatique locale. S'il y a un problème récurrent que soulèvent les maires et dirigeants des collectivités territoriales d'Afrique, c'est bien celui du financement de l'action climatique locale. Car sans financement, on ne sait pas passer des plans à leur réalisation. Près de 300 villes et collectivités africaines ont adhéré à la Convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique subsaharienne dans l'espoir de voir leur plan climat-énergie obtenir des financements pour leur mise en œuvre. Or, la conjonction des effets de la pandémie de la COVID-19 et des vulnérabilités liées au changement climatique ouvre une période d'incertitude budgétaire pour la plupart des collectivités territoriales d'Afrique. Comment aborder la question du financement de l'action climatique locale dans le contexte actuel de grave crise des finances publiques due aux conséquences des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire et due à l'exacerbation de l'impact des changements climatiques sur les activités économiques? Beaucoup des adhérents à la COM-SSA sont désireux de savoir comment s'y prendre par rapport à cette attente cruciale du financement de leur action climatique. Beaucoup se posent aussi la question de savoir comment articuler les plans territoriaux climat-énergie avec l'action climatique de l'État
déclinée dans les contributions déterminées au niveau national pour la mise en œuvre de l'accord de Paris? Quel type de dialogue multiniveau établi à cet effet? Suivant quel mécanisme et à l'initiative de qui? Nous avons pour traiter ce problème un panel de 8 personnes tout à fait compétentes pour apporter des éclairages originaux sur la manière de traiter notre sujet. Je vous propose donc d'écouter cette personne pendant environ 1 heure. Et puis nous prendrons un temps pour la discussion pendant une vingtaine de minutes, au cours duquel je vous encourage à poster vos questions et contributions dans l'espace du chat. Je vous passerai éventuellement la parole pour que vous puissiez poser directement votre question aux panélistes. À l'issue de ce temps de discussion, je vais me risquer à résumer en 5 minutes les points saillants qui ressortent des présentations et de la discussion. Compte tenu du nombre élevé d'intervenants, je demande que la présentation soit limitée à 5-7 minutes. Au-delà, je me verrai dans l'obligation d'arrêter la présentation pour appeler l'intervenant suivant. Je m'en excuse d'avance. Si vous voulez bien, à présent, je vous passe la parole, Madame le maire de Dakar, Madame Soham El Wardini, pour nous dire en 7 minutes, s'il vous plaît, quelle est l'expérience de la ville de Dakar dans la mise en œuvre de son plan climat-énergie? Quelle stratégie la ville a mise en place pour mobiliser les financements pour réaliser ce plan? Et j'ai une question subsidiaire, Madame le maire, c'est est-ce que la ville de Dakar a des attentes particulières vis-à-vis de la COP26 qui se tient en novembre prochain à Glasgow? Madame le maire, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Elombassi. Je voudrais tout d'abord saluer tous les panélistes et les participants et vous dire que Dakar devait accueillir en présentiel, mais évidemment pour des raisons sanitaires, nous n'avons pas été en mesure de maintenir le sommet de Climate Change 2021 que la ville de Dakar devait accueillir du 15 au 17 septembre. Et pourtant, nous étions nous-mêmes prêts à vous accueillir dans le respect des règles de la teranga sénégalaise. Seulement, la COVID a entrepris sa 3e vague et nous a contraints à rapporter l'événement en 2022. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est donnée pour avoir une pensée pour nos proches, amis et parents emportés par cette maladie. Donc, à défaut de nous réunir en présentiel, nous avons donc opté pour une présence digitale qui nous permettra à travers différents panels d'aborder des sujets cruciaux en ces temps de changement, qui nous poussent à questionner pour procéder à de véritables changements de paradigme, mais aussi pour revoir nos modalités d'intervention sur nos territoires. L'urgence aujourd'hui est donc de rendre nos communautés et nos territoires plus résilients aux chocs futurs, nés de nos actions dévastatrices au niveau climatique et environnemental. La COVID-19 est justement une bien triste illustration des chocs auxquels nous allons devoir faire face de plus en plus. Cette pandémie a d'ailleurs mis en évidence la nécessité de réinterroger la place des collectivités locales dans le dispositif décisionnel de l'État. En effet, les collectivités locales qui, de par leur force, leur ancrage et leur proximité avec la population, sont appelées à jouer un rôle essentiel. Dans cette perspective, donc, les efforts entrepris dans ce sens, dans le cadre de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, initiative lancée par l'Union européenne en novembre 2015 pour appuyer et soutenir les efforts déployés par les autorités locales dans la mise en œuvre des politiques énergétiques durables et climatiques, a permis d'accompagner les villes signataires de la Convention dans l'élaboration de leur plan climat et d'identifier un ensemble de projets nécessitant un financement pour leur mise en œuvre. Aujourd'hui, donc, ce sont ces défis du financement de l'action climatique locale qui se posent.
C'est d'ailleurs le thème que nous allons aborder dans le cadre de cette session d'ouverture de cette journée comme ça, portant sur les perspectives pour les villes signataires en matière de financement de l'action climatique locale. Alors, le monde donc est face à de grands espoirs pour mettre fin à la pandémie de COVID-19. Des espoirs d'une reprise verte qui ne laisse personne de côté. Des espoirs d'un monde sans aucune émission. L'année 2020 a été marquée par une volonté croissante de parvenir à la neutralité carbone. Et 2021 se devait d'être une année décisive pour concrétiser cette dynamique. Du retour des États-Unis dans l'accord de Paris jusqu'au premier dialogue de haut niveau des Nations Unies pour l'énergie en 40 ans, sans oublier la très attendue COP 2026. Alors, cette situation donc engendre aussi des attentes très élevées. Pour la première fois depuis qu'il fait l'objet de mesures, le développement humain a chuté. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs climatiques. Et il nous reste moins de 10 ans avant que notre planète et nous-mêmes nous subissions des dommages permanents, tout particulièrement les plus vulnérables. Face à cette situation, donc, il est urgent de mobiliser, d'accélérer et d'augmenter le financement des processus qui leur sont propres. De plus, nombre de promoteurs de projets publics et privés échouent à élaborer des propositions de qualité. C'est pourquoi trop peu de projets sont susceptibles d'intéresser donateurs et investisseurs. Il en résulte un système inefficace et souvent inopérant qui passe à côté de la cible, si bien qu'il ne peut répondre à l'urgence et l'ampleur du changement requis. Au regard donc des nombreux dégâts causés par le changement climatique et dont les collectivités territoriales paient un lourd tribut, il nous faut nécessairement améliorer les mécanismes d'accès au financement climatique. Sans moyens financiers appropriés, les collectivités territoriales ne peuvent pas développer des projets et programmes d'envergure et participer efficacement au CDN. Pour rendre plus efficace la contribution des collectivités territoriales, il nous faut relever les défis liés à l'accès au financement climatique. D'autant plus que plusieurs villes du monde ont élaboré un PCIT qui vient en soutien aux mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. S'il est vrai que de nombreux fonds dédiés au climat existent, il est tout aussi vrai que les exigences imposées les rendent inaccessibles aux collectivités territoriales, qui pourtant jouissent de toutes les garanties. L'urgence est donc de simplifier les conditions d'attribution des fonds climat à toutes les échelles de la gouvernance pour permettre aux acteurs de faire face. Le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas en mesure d'accéder à ces financements. Assez souvent, il faut passer par l'État et cela nous complique la tâche. Les financements existent, on en parle, mais l'accessibilité à ces fonds est très difficile pour nous, les collectivités territoriales. Comment faire maintenant pour accéder à ces financements? Il faut peut-être permettre aux villes, à l'instar de Dakar, d'accélérer la mise en œuvre des PCT. Nous sommes, nous, ici au niveau de Dakar, dans la 3e phase, financée évidemment par la coopération espagnole. Et nous devons, nous, villes, également aller vers la connaissance des sources de financement, des modalités d'accès, des critères d'éligibilité, de l'accompagnement de l'État pour certains fonds qui sont nécessaires à la bonne préparation d'un dossier de financement. La compréhension des procédures de soumission, des types de projets éligibles, des structures d'ancrage, mais aussi la meilleure façon de remplir les différents formulaires est un préalable incontournable. C'est pourquoi nous devons renforcer les capacités des acteurs internes et externes de nos villes sur les opportunités offertes par la finance climat en vue d'accompagner le processus de lutte contre le changement climatique. Alors, dans le cadre donc toujours de la COM-SSA, la ville de Dakar a élaboré son plan climat-énergie territorial grâce à un financement de l'Union européenne. J'en profite pour encore remercier l'ambassadrice de l'Union européenne qui nous a beaucoup accompagnés
Nous avons eu à faire beaucoup de rencontres au niveau des 19 communes de Dakar. Nous avons invité les enfants, les écoles à des concours pour vraiment sensibiliser sur le climat. Donc, cela permis à Dakar de dégager des pistes d'action dans le domaine de l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'adaptation et la réduction de la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Donc, le PCT de Dakar est conçu autour d'une vision du territoire à l'horizon 2050. Sa mise en œuvre est soutenue dans le court et moyen terme par un plan d'action quinquennal qui s'adosse sur une stratégie. Alors, voilà donc en quelques mots ce que je voulais dire sur le travail que nous avons fait au niveau de Dakar. Et vraiment, nous comptons peut-être sur l'expérience des autres pour pouvoir trouver des financements et exécuter ce plan. Alors, pour ce faire, donc, la ville de Dakar a besoin du soutien de plusieurs acteurs clés, l'Union européenne, les bailleurs de fonds africains, BOAD, BAD, Fonds vert climat, et du soutien continu du gouvernement. L'accès à la finance climat au niveau des territoires et le renforcement de la gouvernance multiniveau dans la mise en œuvre de l'agenda climatique. Donc, à cet égard, l'aide publique au développement ainsi que les fonds climat devraient accorder une part conséquente aux collectivités territoriales. Voilà donc en quelques mots ce que je voulais dire, Monsieur le secrétaire général de CGLU, et je reste à l'écoute. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame le maire de Dakar. Je vous appelle présidente parce que vous êtes ma présidente comme vice-présidente de CGLU Afrique. Alors, ça me prend de vous dire d'abord à cet égard-là, merci beaucoup pour cette présentation brève mais très précise. Au fond, c'est l'appel à simplifier l'accès à la finance climat pour les collectivités territoriales. Alors, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, Madame Irène Migamson, l'Union européenne soutient l'action climatique locale à travers le financement de la COM-SSA en Afrique. Après la préparation des plans climat-énergie, les CACAP, vient la période de leur mise en œuvre. Est-ce que l'Union européenne est prête à amplifier son soutien pour faire face à cette nouvelle demande découlant du besoin de transformer les plans élaborés en projets concrets sur le terrain, selon le vœu unanimement exprimé par toutes les collectivités adhérentes à la commission? C'est ça que vous venez d'entendre, Madame le maire de Dakar. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Elongbassi, secrétaire général de CGLU Afrique. D'abord, un tour de salutation à tous ceux autour de cette table virtuelle. C'est vrai, bonjour Madame la maire de Dakar. Nous avons l'habitude de nous voir en présentiel et sur le terrain, vous l'avez souligné. C'est assez exceptionnel que nous voyions par écran interposé, mais c'est en tout état de cause un honneur et un plaisir d'être avec vous. Donc, Monsieur le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, Monsieur le secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe, Madame la directrice régionale des conseils internationaux pour les initiatives écologiques locales, Mesdames et Messieurs les représentants de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, chers invités, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour participer à cette importante rencontre de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le modérateur, être à l'écoute, comme c'est notre rôle, des propositions et des suggestions d'engagement de l'Union européenne auprès des acteurs locaux. Et je voudrais souligner tout de suite ici qu'à quelques semaines de la COP26 sur le climat, cette conférence d'aujourd'hui ne pouvait vraiment tomber mieux, ni au plus proche de l'actualité climatique qui, dans les faits, et je voudrais le souligner tout de suite, dans l'action de tous les jours, se joue partout dans le monde au niveau local. Nous, l'Union européenne, vous le savez, nous avons mis le défi climatique au cœur de nos partenariats à travers le Pacte vert pour l'Europe, un véritable plan Marshall en faveur du climat, de la biodiversité et de l'environnement. Et nous le constatons tous les jours. C'est vraiment au niveau local, avec les autorités locales et les acteurs locaux, que se réalise l'engagement des gens
je le vois moi-même avec Madame le maire et avec d'autres au Sénégal, l'engagement des gens, des champions qui font effectivement la différence. Alors c'est pour cela que l'Union européenne soutient depuis 5 ans la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne pour encourager les villes qui sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et leur consommation d'énergie grâce à la mise en place et la mise en œuvre surtout de plans d'action locaux pour l'énergie durable. Ce sont des plans d'action dont nous nous félicitons à travers la Convention des maires en Afrique, comme ailleurs d'ailleurs, qui sont adoptés de concert avec les populations locales pour que les actions qu'ils contiennent soient des actions concrètes, conçues vraiment pour durer et qui, chacune, contribuent à nos objectifs climatiques communs. C'est bien pour cela que nous les soutenons. Ce sont des plans d'action, je voudrais le souligner aussi, qui s'intègrent parfaitement aussi dans les contributions déterminées nationales qui représentent l'engagement politique de chacun des pays signataires de l'accord de Paris sur le climat. Et c'est cette approche qui fait que nous avançons ensemble. Nous œuvrons, nous, Union européenne, au niveau du Sénégal, toute mon équipe est mobilisée pour cela, pour connecter, pour relier tous les niveaux d'action et tous les leviers disponibles pour aller plus loin. Une rencontre comme aujourd'hui où nous nous écoutons, nous nous entendons, sert évidemment aussi cet objectif. L'objectif de l'Union européenne est, je crois, assez clair. C'est de transformer l'Union européenne en une société juste et prospère avec une économie moderne, modernisée, pour être pleinement efficace dans l'utilisation de ses ressources et néanmoins compétitive. Nous visons haut, nous visons à cesser l'émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 et nous visons à dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources. Et d'ailleurs, d'ici 2027, la Commission européenne consacrera au moins 25%, un quart du budget total de l'Union européenne, à l'action pour le climat et pour l'environnement. Cette approche guide aussi notre stratégie de relance post-Covid pour qu'elle soit, elle aussi, équitable, résiliente et durable. Et nous nous félicitons de ce que ce pacte vert et cette approche pour une relance durable trouvent l'écho très favorable, un terreau très fertile dans le cadre de notre partenariat avec l'Afrique. Et je voudrais témoigner de cette concordance d'objectifs, notamment avec le Sénégal. Je voudrais dire aussi qu'avec, parce que l'Union européenne, nous agissons en équipe, donc avec la Banque européenne d'investissement, la Banque du climat, comme on l'appelle, et nos 27 États membres qui prennent eux aussi des engagements forts pour la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et la préservation de l'environnement, c'est toute la Team Europe qui avance comme un leader mondial pour protéger notre planète. Et cet effort d'équipe est, je crois, à souligner parce qu'il démultiplie bien sûr nos possibilités d'action commune et de partenariat. L'Allemagne, la France et l'Espagne, que je salue ici, sont d'ailleurs partenaires de l'Union européenne dans le cadre de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, qui rassemble aujourd'hui 237 signataires dans 36 pays sur le continent, y compris 9 des 15 plus grandes villes d'Afrique. Et puisque, Monsieur le Président, vous parliez du financement de l'action climatique locale aujourd'hui, je voudrais zoomer, si vous me permettez, zoomer dans le zoom sur l'exemple du Sénégal que je connais bien. Depuis 2015, l'Union européenne y mène 2 projets à Dakar et à Pikine qui ont produit notamment des plans climat et énergie territoriaux et toute une série de projets pilotes annexés dont le fil conducteur tient à une évidence et finalement une ligne d'action. C'est que tout commence par l'information et la sensibilisation, et ce, au plus tôt. À Dakar, dans le cadre de ces assises pour le climat qui ont été organisées, plus de 50 groupes de discussion se sont tenus, rassemblant plus de 500 acteurs communautaires dans les 19 communes de la ville. Cela veut dire que plus de 1 million de Dakarois ont été sensibilisés aux enjeux du climat. Et parmi eux, c'est vraiment à souligner, beaucoup de jeunes, parfois très jeunes, engagés sur le sujet, et avec l'aide notamment de l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement au Sénégal, dont le dynamisme, tout le monde est d'accord pour le reconnaître, est absolument légendaire, tout comme leur capacité à remplir et à transmettre leur mission, la mission d'ambassadeur de la planète, à tous leurs interlocuteurs, qu'ils soient autorités ou citoyens.
Pékin n'est pas en reste. Plus de 20 comités locaux ont été mis en place dans chacune des 21 communes de l'agglomération, mobilisant plus de 1000 acteurs communautaires qui sont ensuite passés à l'action localement. Ces projets, parce qu'on voit plus loin, ont aussi permis de préparer de futurs investissements à grande échelle, très convaincants pour les bailleurs. Et 2 nouveaux projets ont vu le jour, l'un financé par la coopération espagnole et un autre par l'Union européenne, et impliquant la ville de Madrid et l'organisation Métropolis. Ils sont actuellement mis en œuvre pour améliorer l'accès à une énergie propre, mais aussi l'efficacité énergétique des bâtiments publics, par exemple. D'autres investissements sont également envisagés sur la base de plans élaborés dans le cadre de la Convention des maires, en particulier pour mettre en œuvre concrètement la CDN au niveau local, par notamment le renforcement des capacités de planification, mais aussi de sensibilisation et des actions d'adaptation au changement climatique. Alors, je voudrais ici, puisque j'en ai l'opportunité, vraiment féliciter très chaleureusement les villes et les maires de Dakar, de Pékin, bien sûr, mais aussi de Monrovia, de Tsévié au Togo, Yaoundé, Kampala, de Nouakchott, de Bangui, de Lubumbashi, de Bouaké en Côte d'Ivoire, de Zou au Bénin, de Bangui de Bissau. Toutes ces grandes métropoles africaines qui ont pris leurs responsabilités en termes d'action climatique, mais surtout, et je sais que ça se passe comme ça, sur le terrain, se sont retroussés les manches, leaders de leur communauté, pour les mobiliser sur des chantiers qui tout simplement formeront les bases de leur résilience pour les générations futures. Je voudrais ici, très solennellement, si vous me le permettez, rendre hommage à leur vision et à leur détermination. Et je me réjouis aussi très sincèrement que le partenariat avec l'Europe ait contribué à cet élan vers demain et continuera à le faire. En Afrique, les écosystèmes naturels, la biodiversité, le cadre de vie des populations deviennent de plus en plus vulnérables face au changement climatique, mais aussi à la pression liée au développement socio-économique. Et face à ces enjeux majeurs, les initiatives de la Convention des maires, vos initiatives, sont une contribution très importante dans la lutte contre les effets du changement climatique, encore une fois par la mobilisation de toutes les populations sur ces enjeux. Nous sommes donc très heureux de poursuivre notre effort avec de nouveaux projets lancés sur tout le continent et avec encore une fois toute la Team Europe pour apporter avec vous ces réponses constructives aux défis qui nous font face et aux aspirations des populations à bien vivre et à mieux vivre. Pour conclure, c'est cela, l'esprit du pacte vert, de la relance verte et durable, qui continueront et encore plus fort à inspirer le partenariat entre l'Europe et l'Afrique pour les années à venir. Pour voir l'avion vert, comme j'aime à le dire, en ne laissant personne de côté. Merci and go Green Africa. Ton micro, Jean-Pierre. Je disais merci à Madame l'ambassadrice de nous conforter dans l'idée que l'Union européenne va continuer à apporter son soutien et se félicite déjà de ce qui a été fait dans le cadre de COMESESA. Et nous sommes heureux de voir qu'il y a des prolongements qui sont déjà visibles avec des projets concrets. Moi, j'ai bien aimé votre indication que la BEI est désormais la Banque du climat. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On verra bien comment les collectivités territoriales peuvent aussi accéder à la BEI. Ça, on le verra tout à l'heure. Mais d'abord, Frédéric, le Conseil des communes et régions d'Europe a été à l'avant-garde de l'engagement de l'action climatique au niveau local, notamment en mobilisant les mécanismes de la coopération décentralisée. Est-ce que vous semble possible de maintenir un engouement pour cette coopération décentralisée et pour soutenir l'action climatique locale en Afrique dans le contexte actuel de crise sanitaire qui se traduit par des restrictions budgétaires drastiques pratiquement pour toutes les collectivités? Comment peut-on malgré tout poursuivre l'action engagée, car ne pas le faire serait encore plus dommageable vu l'urgence climatique? Comment vous abordez ce problème?
D'abord, permettez-moi, Monsieur le Secrétaire général, cher Jean-Pierre, de vous saluer, de saluer Son Excellence l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, de saluer Madame le maire. Et je regrette vraiment de ne pas pouvoir être à Dakar parce que ça fait maintenant trop longtemps qu'on reste en communication virtuelle et on a besoin aussi de se rencontrer pour élaborer des politiques publiques, pour contribuer au débat public. Et je crois que c'est important de garder cela en tête. Donc vraiment désolé, Madame le maire, de ne pas pouvoir partager votre temps à Dakar et profiter de cette belle ville et de voir comment cette ville aussi a changé et change avec les investissements et avec le travail que vous réalisez sur place. Donc, mais ce n'est que partie remise et j'espère qu'on pourra venir très bientôt. Alors, Jean-Pierre, tu m'invites à dire un peu, peut-être aussi à expliquer l'évolution qui a eu lieu ces dernières années. Avec mon ami Ronan Dantec, et je remercie Climate Change de permettre cette journée aussi accolée au sommet Climate Change. Avec Ronan Dantec, nous avons suivi les négociations sur le climat, et Jean-Pierre, tu en as fait partie aussi, depuis presque 20 ans, en allant dans les différentes réunions des Nations Unies et internationales pour porter la voix des collectivités territoriales. Et Jean-Pierre, tu te souviens qu'il y a 15 ans ou 20 ans, on nous regardait comme des aliens dans ces réunions parce que nous n'y avions pas notre place. Nous avons gagné sur un point, c'est que tout le monde reconnaît que la lutte contre le changement climatique passera par l'engagement des territoires, l'engagement des villes, des régions. Mais nous n'avons pas encore gagné sur bien des points, et en particulier sur la capacité donnée aux villes, Madame le maire le rappelait tout à l'heure, d'investir pour le climat, de trouver des financements, d'avoir accès à la finance climat de façon facilitée et pour toutes les collectivités. Alors c'est vrai qu'il y a un engagement de l'Union européenne, et il faut le saluer, depuis déjà de nombreuses années, en particulier depuis l'accord de Paris, d'accompagner l'accord de Paris par une contribution, un financement des activités, par une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et la Convention des maires en Afrique subsaharienne participe à cette mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et à l'époque, la Commission a bien voulu nous faire confiance au Conseil des communes et régions d'Europe pour travailler avec les acteurs africains, avec CGLU Afrique, avec ICLEI Afrique, avec tous les réseaux africains, pour créer cette Convention des maires, pour la porter. Et c'est évidemment une grande satisfaction de voir le nombre de collectivités qui l'ont signée. Et puis l'engagement plus récent, mais important, des agences de coopération pour porter des projets qui seront des modèles aussi en Afrique pour les autres collectivités. Mais je crois qu'il faut sortir des modèles et des projets pilotes, même si c'est important, pour généraliser l'action, parce qu'aujourd'hui, il y a urgence. Il y a urgence quand on voit les crises qui se succèdent, que ce soit la sécheresse, évidemment, en Afrique, c'est très important, mais on peut parler de l'érosion côtière au Sénégal, c'est évidemment un sujet éminemment important, et dans d'autres pays d'Afrique aussi, mais en Europe aussi, on l'a vu cet été avec les inondations qui ont détruit nombre de collectivités, de villages en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans d'autres régions. Les incendies qui sont maintenant monnaie courante un peu partout dans les pays du bassin méditerranéen, mais aussi aux États-Unis ou ailleurs. Donc, il y a urgence. Et quand il y a urgence, on doit savoir se mobiliser. On peut le faire quand c'est le Covid, et encore, on pourrait discuter sur l'engagement qui n'est pas là non plus pour soutenir l'ensemble des pays du monde face à la pandémie. Mais on a su, d'une certaine manière, repenser l'économie, repenser les déplacements à l'aune de cette crise pandémique. Alors, il faut que sur le climat, nous ayons le même engagement, le même souci de l'urgence. Et pour ça, il faut effectivement
que l'ensemble des acteurs puissent investir, puissent changer leur mode de développement, puissent inventer, en ce qui concerne l'Afrique, je le dis souvent, un modèle de développement qui soit à la fois garant d'une prospérité pour les citoyens, d'un accès plus facilité à un confort de vie qui est légitime pour tous, et en même temps qu'il soit plus sobre que le modèle qui a été utilisé par le passé, que ce soit en Europe ou en Amérique ou en Asie aujourd'hui. Donc c'est une chance pour l'Afrique que de porter ce nouveau modèle de développement, mais c'est aussi un défi énorme. Et donc, évidemment, je me réjouis aussi que la Banque européenne d'investissement change et devienne la Banque du climat. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de participer à des réunions avec la BEI pour voir comment cela allait se mettre en place. Mais c'est vrai que l'accès au financement de la BEI n'est pas facile. Il n'est déjà pas facile pour les collectivités européennes. Il est encore moins pour les collectivités des pays du Sud, et en particulier pour les villes et les régions, parce qu'on a besoin de renforcer les capacités à la fois légales dans la plupart des pays pour que les villes aient un accès direct au crédit sans passer par les États. Il faut que l'Union européenne reconnaisse et appuie les efforts de décentralisation qui ont cours dans les pays africains. Et nous comptons sur le soutien des ambassadeurs, des délégations de l'Union européenne pour expliquer aux États aussi que c'est en renforçant les capacités de leur collectivité qu'on arrivera à soutenir un développement sobre et juste. Alors, il y a ça, il y a l'engagement des États à travers les politiques de coopération, et puis il y a l'engagement, comme le disait Jean-Pierre, des villes et des régions. L'Union européenne, la DG INPA, maintenant, nouvellement renommée, ancienne DG DEFCO, a un programme qui est régionalisé, c'est-à-dire que l'ensemble des financements de la coopération, ou en tout cas la plus grosse partie, sera attribuée à travers des programmes nationaux et des programmes régionaux. Ce sont donc les délégations de l'Union européenne qui vont pouvoir soutenir les projets de coopération entre villes africaines et européennes. Il y a une enveloppe qui a été réservée pour ce faire, qui est une enveloppe de 500 millions d'euros. C'est évidemment très peu si on considère la crise climatique, mais c'est beaucoup si on réserve cette enveloppe-là aux projets de coopération de ville à ville, de territoire à territoire. Et ça s'ajoute évidemment à l'ensemble des fonds dont parlait Madame l'ambassadeur, consacrés à la lutte contre le changement climatique et au développement en général. Donc, on doit pouvoir trouver là une source de financement. Et puis, les collectivités européennes n'ont pas abandonné la coopération décentralisée. En tout cas, nous faisons tout pour qu'elles ne l'abandonnent pas. Il y a un soutien aussi des États à la coopération décentralisée, notamment en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, dans d'autres pays, dans les pays nordiques. Donc, c'est un effort important de l'ensemble des partenaires. Et sur les villes et les régions, je connais beaucoup de villes et de régions qui, malgré la crise du Covid, continuent et veulent continuer à faire de la coopération. Et puis, cette crise du Covid, finalement, on voit qu'elle a aussi montré qu'on pouvait mobiliser des fonds quand on en avait besoin. Et donc, moi, c'est un appel aussi que je lance à l'ensemble des acteurs, des bailleurs de fonds et des Européens, c'est que si on arrive à mobiliser autant de fonds qu'on en a mobilisé pour lutter contre le Covid et ses conséquences économiques dans l'action climatique, je pense qu'on aura fait un grand pas. Donc, c'est un appel que je fais. Et évidemment, c'est important de souligner aussi le rôle des associations de collectivités territoriales, à la fois les associations nationales qui sont membres de CGLU Afrique, pour l'Afrique, et de CGLU Afrique pour
aider les collectivités à trouver des sources de financement, mais aussi les aider à, je ne veux pas dire gérer, mais à gérer ces financements. Parce que c'est vrai que les grandes villes ont la capacité de gérer l'accès au financement. Il faut qu'elles aient l'accès au financement, mais en général, la capacité en interne de pouvoir gérer les fonds. Ce n'est pas forcément le cas pour les villes plus petites ou les collectivités plus modestes. Et là, on a un rôle évidemment à jouer pour les accompagner et les soutenir. Et donc, il nous faut renforcer les capacités des associations nationales en formant des cadres qui pourront aider ensuite les collectivités. C'est un peu le travail évidemment que fait CGLU Afrique et l'Académie des pouvoirs locaux qui a été mise en place par CGLU Afrique. Et puis, c'est ce que font aussi nos associations nationales en Europe, en soutien à leurs collègues en Afrique. Donc, tout ça doit se mettre en place et c'est pour ça qu'on a besoin de continuer avec la Convention des maires en Afrique subsaharienne, et je me réjouis du soutien de l'Union européenne, à mobiliser, à développer des relations, à constituer des réseaux d'entraide et de soutien et d'apprentissage sur tous ces sujets-là. Mais encore une fois, et je terminerai par là, il y a urgence. L'urgence climatique est là, elle n'est plus quelque chose à venir. Et donc, si on veut sauver la vie sur cette planète, je ne dis pas sauver la planète, parce que la planète s'en sortira très bien sans nous, mais si on veut sauver notre place sur cette planète et la place des autres espèces, parce que j'étais la semaine dernière à Marseille, où on a parlé biodiversité, comme vous le savez, eh bien, il faut agir maintenant et avec la force de tous. Merci, merci à tous. Merci beaucoup pour à la fois cet engagement et ce mot d'espoir, mais en même temps, cette interpellation a changé parce que il y a peu de chances que, quoi qu'on fasse, on puisse arriver à bout des risques actuels. Je pense que on a donc un cadre très clair du soutien de l'Union européenne, un cadre très clair de soutien à la coopération entre collectivités territoriales d'Europe et collectivités territoriales d'Afrique sur la question du développement durable et de l'action climatique. Est soulevée la question de comment on finance tout ça, mais apparemment il y a des perspectives possibles. Tout ça, vu l'Afrique, des pays comme le Bénin, comment ça se situe? Monsieur le président Atropos, monsieur le maire Ignace Waro de Copargo au Bénin. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, le Bénin a annoncé qu'il avait la volonté de voir l'action climatique locale intégrée dans les objectifs nationaux de développement. Est-ce qu'il y a eu des mécanismes en place pour favoriser un dialogue multiniveau autour des objectifs climatiques et de développement durable et comment les collectivités territoriales béninoises y ont été associées ou y sont associées? Monsieur le Président? Ou Monsieur le maire? Monsieur Atropos? Ah, nous avons un problème avec... Monsieur le maire, allez-y. On ne vous entend pas. Ouvrez votre micro. Allô, allô, allô? Voilà. Allez. Vous avez entendu la question? Allô? Oui, oui, on vous entend. Nous vous entendons, monsieur Atropos. Vous pouvez parler. Allô, allô? Oui, vous pouvez parler. Ok, d'accord. Merci. Monsieur le Président, merci à vous.
c'était là au début, la question que vous avez posée par rapport au territorial, c'est vrai que je ne l'ai pas totalement cerné parce que je m'apprêtais à vous donner. Mais je peux encore, si vous le permettez, me le rappeler juste pour dire un mot avant de laisser la ligne à celui qui prend le relais dès que je parle. Merci. D'accord, allez-y. Oui, est-ce que vous voudrez bien me rappeler La question est la suivante. question, Le Bénin a dit qu'il voulait voir, vous vous rappelez, on a eu une réunion au Bénin et le ministre de l'Environnement avait dit qu'il veut intégrer l'action climatique locale dans les objectifs nationaux de développement durable et dans l'action climatique nationale. Alors la question que je pose, c'est est-ce que depuis que cette décision a été prise au niveau du gouvernement, est-ce qu'il y a des mécanismes en place pour favoriser un dialogue multiniveau autour des objectifs climatiques et de développement durable et comment les collectivités territoriales du Bénin y sont associées ou y prennent part? Merci. Merci. Je voudrais saluer cette volonté du gouvernement béninois parce que ça n'a pas été que des mots. Et je remercie d'abord aussi Yeluya pour cette réunion qui a été organisée ici au Bénin à Golden. Le ministre de cadre de vie a pris des engagements clairs, des engagements suivis d'action. D'autant plus que après cette réunion, nous avons eu des concertations et nous avons placé un comité pour travailler. Je voudrais remercier le ministre Donato pour cette implication des collectivités territoriales. Nous sommes au Bénin à l'aune des réformes sur la décentralisation. Nous travaillons là-dessus. La semaine qui vient, nous avons la réunion de tous les maires avec le chef de l'État. Et nous avons même souhaité que dans les réformes qui se feront, que l'action des mairies par rapport à tout ce que nous faisons et disions sur les changements climatiques soit mis en exergue. Nous allons le réitérer le mardi prochain au palais de la présidence avec la réunion qu'on aura avec le chef de l'État. Bref, je voudrais vous rassurer, M. Jean-Pierre, que le ministère du cadre de vie, après cet engagement pris devant vous-même à Golden Tulip, n'est pas resté les bras croisés et que nous avons beaucoup travaillé pour évoluer. Peut-être que d'ici à là, je vous ferai parvenir un rapport pour que vous voyez un peu les détails de tout ce dont je parle. Et une fois encore, merci à vous. Je voudrais vous prier de me permettre rapidement d'aller préparer la réunion sur la réforme et laisser mon collaborateur prendre le relais, si vous le permettez. Merci, merci. Alors, monsieur le maire de Copago, Ignace, est-ce que vous êtes en ligne? Ignace Wourou? Il a peut-être des difficultés à se connecter. Ignace? Bon, monsieur le Président, j'ai l'impression que le maire de Copago a des difficultés à se connecter. Bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, peut-être que, est-ce que monsieur le maire de Copago est là? Vous m'entendez, monsieur le maire? Monsieur le maire de Copago, est-ce que vous êtes là? Bien, je crains que on ait perdu monsieur le maire. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je voudrais me tourner maintenant vers Madame Yao Méry. Madame Yao, est-ce que vous êtes là? Madame Yao Méry? Oui, je suis là. Voilà. Alors, vous êtes chef de la division changement climatique au ministère de l'Environnement du Togo.
Vous êtes sans doute au courant que l'une des recommandations de la rencontre de juin dernier à Lomé sur l'accès au financement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA a été de préparer un programme Readiness pour que les collectivités locales soient en situation de préparer des projets climat-énergie éligibles au Fonds vert climat. Où est-ce qu'on en est de ce programme et pouvez-vous nous présenter les grandes lignes? Merci, Monsieur le secrétaire général. Bonjour à tous et bonjour à tous les panélistes. Vous me recevez, j'espère. Oui, oui, très bien. OK. Par rapport au programme RID A, ma vidéo ne vient plus ou bien ce n'est pas nécessaire, je peux l'arrêter? Non, 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 mais vous pouvez l'arrêter, mais on vous voit. Ah, d'accord. Donc, merci. Je disais, par rapport au programme Readiness, comme les prédécesseurs l'ont relevé, les collectivités locales sont confrontées au problème de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de l'action climatique et de toutes les activités. Et je crois que c'est dans ce sens que la Convention des maires avait pris la responsabilité avec les acteurs impliqués de préparer ce programme. Donc, permettez que je rappelle un peu les objectifs pour les membres qui ne sont pas ou les participants qui ne sont pas informés. Donc, l'objectif principal de ce Readiness qui porte sur le renforcement des capacités institutionnelles des collectivités territoriales de l'espace, des pays membres de l'espace UEMOA. Donc, l'objectif principal est d'aider les États membres de l'UEMOA à mobiliser leurs ressources auprès du Fonds vert pour le climat pour financer les mesures d'adaptation et d'atténuation dans les collectivités locales et contribuer également à la territorialisation des CDN, donc les contributions déterminées au niveau national, et rendre effectif la contribution des collectivités locales. Donc, de cet objectif général, 3 objectifs spécifiques sont déclinés, à savoir le renforcement des capacités des institutions au niveau local de la zone UEMOA pour permettre de mieux appréhender la problématique du changement climatique à travers une assistance technique et des ateliers de formation. Le deuxième objectif spécifique est de favoriser l'accès à la finance climat au niveau local. Et le troisième objectif est de renforcer la coopération locale pour la lutte contre les changements climatiques. 3 résultats sont également attendus, donc liés à ces objectifs. Les principales activités donc, qui vont être développées sont entre autres l'évaluation des plans locaux de développement qui est en cours de développement ou la mise en œuvre afin d'identifier le degré de prise en compte des changements climatiques et l'identification également des lacunes. Il y a l'élaboration d'un guide technique pour une meilleure intégration des changements climatiques dans les plans locaux de développement, le renforcement des capacités des gouvernements locaux pour une meilleure intégration des changements climatiques, le développement d'une stratégie et d'un plan de communication, le renforcement des capacités des activités pour l'information, dans les activités, pour l'information, l'éducation, la communication, pour la mise en œuvre des plans de communication. Il y a la détermination des contributions des territoires sur la base des engagements nationaux pris dans les CDN. La détermination également des indicateurs au niveau des territoires et l'élaboration d'un cadre de suivi, évaluation pour mesurer la mise en œuvre des contributions territoriales. Nous avons également la préparation des stratégies climat territoriaux pour la mobilisation des ressources et la mise en œuvre en tenant compte donc du rôle du secteur privé local.
l'évaluation des besoins en capacité des institutions locales pour la mise en œuvre des CDN et le développement des capacités sur la base des résultats de l'évaluation des besoins. Il y a aussi la formation aux modalités et critères d'accessibilité des agents des maires et des collectivités locales, l'alignement des structures et des mécanismes de prise de décision des structures de gouvernance locale pour la mise en œuvre des plans. Nous avons l'atelier national de formation sur l'utilisation des outils du compendium. D'abord, le compendium au niveau local et les outils pour l'élaboration des projets d'adaptation et le développement des notes conceptuelles nationales avec accès direct. Je crois que les bénéficiaires de ce projet, c'est d'abord les gouvernements des locales, gouvernement des collectivités locales de l'UEMOA, les fêtières et associations locales, les associations nationales et collectivités locales et les groupements et artisans ONG au niveau local. Donc, à ce jour, par rapport à l'état d'avancement, la première mouture donc, a été soumise au Fonds vert pour le climat et ce dernier, le secrétariat a formulé des observations et ces observations ont été intégrées et la version améliorée a été resoumise le 12 passé, donc il y a à peine 3 jours. Les observations ont porté globalement, disons que c'est des observations de forme, ça n'a pas touché trop le fond. Les activités proposées, donc c'est les observations de forme, entre autres sur la réorganisation des documents, la numérotation et les procédures du Fonds vert pour le climat. Il y a également la clarification. Ils ont demandé la clarification des livrables en cohérence avec les cibles et la théorie des changements. D'expliquer davantage la théorie des changements, c'est-à-dire la démonstration du lien entre les objectifs définis, les problèmes soulevés, les barrières et les différentes mesures proposées en vue de surmonter ces barrières. Donc, comme prochaine étape, je pense qu'aux perspectives, nous attendons la signature des lettres de non-objection des différentes AND en vue de permettre l'évolution donc de la requête au niveau du Fonds vert. Donc, monsieur le secrétaire général, c'est un peu l'état d'avancement de cette proposition de readiness. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Yao, pour ce point qui est plutôt positif, puisque apparemment la conversation avec le Fonds vert climat avance et que vous êtes réactive par rapport aux observations qui ont été faites. Peut-être que votre dernière remarque sur les lettres de non-objection, je ne sais pas comment il faut les pousser, mais je crois qu'il faut absolument que les points focaux du Fonds vert dans les différents pays soient plus réactifs pour que le dossier avance plus vite, je suppose. Non, je crois que, si vous permettez, les AND savent comment ils le font, donc il leur appartient d'accélérer à leur niveau pour préparer ces documents-là et puis faire avancer les choses. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce point sur le readiness pour les pays de l'UEMOA. Nous avons bon espoir qu'il y aura là une fenêtre de financement important pour ces collectivités. Maintenant, je voudrais me tourner vers le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal, M. Cheikh Ahmad Yarba, qu'il est là. Oui, je suis bien là, M. Mbassi. Ah, voilà, M. le directeur. Voilà. Votre institution est en principe le partenaire financier par excellence des collectivités territoriales.
dans quelle mesure les interventions de la Caisse de dépôt et consignation du Sénégal contribue-t-elle à accélérer la mise en œuvre de l'agenda climatique au niveau des collectivités territoriales du Sénégal et qu'est-ce que vous envisagez pour que l'ensemble des caisses, puisque vous êtes en réseau, prennent ce problème à bras le corps et l'inscrivent comme une des priorités d'action de votre organisation et vos organisations. Mais je voudrais vous remercier, M. Mbassi. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour avoir bien voulu organiser ce panel fort intéressant et pour nous avoir invités. Je pense que c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important et je suis heureux d'être là parce que ce matin même, en suivant l'émission L'heure des pros de Pascal Prod sur CNews, j'ai suivi une phase qui m'a vraiment choqué. Et le mot n'est pas trop fort. Il y a eu un sondage chez les jeunes, apparemment, et 39% des sondés estimaient qu'ils ne feront plus d'enfants. Ils ne feront plus d'enfants parce que tout simplement, il n'y a pas une bonne prise en charge du climat au niveau des politiques publiques. Ce panel qui nous réunit est extrêmement important et l'agenda climatique devient central dans le dispositif de nos politiques publiques. Donc, je voudrais vous remercier le président de CGLU Afrique, remercier tous les panélistes et vous me permettrez de mentionner le nom de Madame mon maire, pour ne pas dire le maire de Dakar. Nous vous perdons. Et tous, oui? Allô? Allez-y maintenant. Allez-y. Vous entendez? On vous entend, parfois on vous perd et oui, parce que malheureusement, vous avez vu, je suis en visite de chantier, je suis en tournée et je vous parle de ma voiture. Vraiment, je présente toutes mes excuses à l'ensemble des participants. Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je fais une mention particulière à Madame le maire de Dakar, qui est mon maire. Et je la félicite pour son brillant exposé. Merci. Alors, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. On vous entend. Allez-y. Allô? Oui, vous n'êtes pas en train de rouler. Monsieur Mbassi, permettez-moi 30 secondes de couper ma vidéo. D'accord. Parce qu'apparemment, il y a des désagréments. Je coupe ma vidéo et je reviens dans 30 secondes. D'accord. Merci. Oh, ces gens-là. Recording in progress. Nous avons perdu. Alors, vous m'entendez? Monsieur Tidiane Ba, nous avons perdu. Non, vous m'entendez? Mieux maintenant, allez-y. Voilà, donc j'ai coupé la vidéo parce qu'apparemment il y a des incompatibilités techniques. Alors, donc je voudrais rappeler que la CDC, à travers les dispositifs législatifs, est un tiers de confiance et qui est investi de missions d'intérêt général, dont, comme vous l'avez dit, le financement du développement territorial, la politique de la ville, le financement des PME, le financement du logement et des projets stratégiques définis par l'État. Donc, vous voyez que la CDC, comme partout, comme en France et partout, la CDC est un accompagnateur des politiques publiques. Et qui dit politique publique parle aussi
des démembrements de l'État comme le sont les collectivités territoriales. Et à ce titre, la CDC, à l'image des autres CDC dans le monde, qui sont des modèles contracycliques, connus pour leur engagement pour le climat, a adopté des politiques en faveur des collectivités, dont l'action climat et les projets éco-responsables. D'ailleurs, la CDC Sénégal est en train de finaliser une stratégie pour accompagner les collectivités territoriales dans l'expertise et le financement. Je donnerai quelques exemples. Nous avons une collectivité territoriale comme Sandiara, avec qui nous venons de signer un MOU pour la construction d'un marché de gros utilisant des ressources biosourcées pour l'énergie. Je rappelle que nous avons l'une des usines les plus importantes en matière de photovoltaïque. Nous avons l'usine de Bokhol qui produit aujourd'hui au nord du Sénégal, qui produit aujourd'hui 20 mégawatts et qui soulage beaucoup de populations. Nous avons dans le pipe le projet d'une filiale forestière. Je viens d'une réunion avec la société forestière en France et avec laquelle nous allons lancer une préétude pour cette société forestière. On va créer des actifs forestiers, entre autres. Et c'est extrêmement important dans notre agenda climat. Et un autre exemple que je voulais donner, nous avions projeté de faire la décarbonation des Jeux olympiques de la jeunesse. Je pense que nous allons pouvoir y travailler avec Madame le maire d'ailleurs, puisque je pense que ces Jeux olympiques, malheureusement avec la Covid, ont été reportés, mais nous nous sommes engagés pour procéder à la décarbonation et c'est extrêmement important dans ce processus de lutte contre la dégradation climatique. Mais comme Madame le maire l'a dit et comme certains l'ont souligné, il y a des inquiétudes et des difficultés pour la mobilisation de ressources. Mais je pense que la Caisse de dépôt, à travers les ressources de tiers qu'elle détient, peut contribuer grandement à trouver ces ressources, à la collecte de ces ressources. Et à ce titre aussi, nous souhaitons être le réceptacle de ces fonds et apporter un appui à travers, par exemple, notre RSE. Et moi, j'ai lancé un ambitieux programme, une plateforme pour les jeunes et pour les collectivités, une plateforme où nous allons utiliser les ressources que nous allons engranger par-ci, par-là, mais aussi principalement notre RSE pour financer tous les projets qui vont dans le sens de la conservation du climat. Et vous l'avez dit, je parle aussi en partie au nom de toutes les CDC qui sont aussi dans ce combat. Et je pense qu'à travers les structures que nous avons, notamment le Forum mondial et le Forum des caisses de dépôt de l'Union de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, nous allons pouvoir grandement contribuer à votre combat. Je vous remercie pour être très, très bref. Et s'il y a d'autres questions, je ne manquerai pas d'y répondre. Merci. Allô? Allô? Monsieur le directeur général, pour votre exposé. Je sais que les problèmes techniques ont pu vous gêner, mais nous avons bien compris votre message. Vous êtes disponible, vous participez à l'action climatique parce que vous êtes inquiet par ce sondage qui dit que les enfants ne veulent plus faire d'enfants parce que pourquoi en faire si c'est pour être dans la trappe climatique. Donc, il est urgent d'agir. Et j'ai entendu aussi que la Caisse de dépôt et consignation est totalement engagée aux côtés des collectivités territoriales et nous aimerions vraiment que sceller cet engagement, y compris sous la forme de MOU avec les associations nationales des collectivités territoriales, là où il y en a. Maintenant, permettez-moi de m'adresser à M. Seni Nafo, je ne sais pas s'il est là, ambassadeur du Mali pour le climat, coordinateur de l'initiative d'adaptation pour l'Afrique. Et M. Nafo, si vous êtes là, nous vous considérons comme un habitué des négociations climat organisées dans le cadre des COP.
Et la question du financement est sans doute un des sujets majeurs qui sera à l'ordre du jour. Ce qui me préoccupe, c'est que on ne sait pas très bien comment, quelle est la position africaine quant à l'accès des collectivités territoriales à la finance climatique et quelle place ce sujet va occuper dans les négociations de la COP26. Est-ce que vous pouvez nous éclairer et quel message pouvez-vous envoyer aux différents maires et leaders des collectivités territoriales qui posent cette question de l'accès au financement climatique pour mettre en œuvre leur plan au niveau territorial? Et il y a beaucoup de plans qui existent, mais qui ne sont pas réalisés. Et les gens disent que les plans ne sont pas bons. C'est pour ça qu'ils ne trouvent pas de financement. Il y a le poisson se mord la queue. Alors, quelque part, est-ce que les négociations qui vont avoir lieu à Glasgow peuvent être une fenêtre pour sortir de cette impasse? Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci, Jean-Pierre. Bonjour à Madame la maire de Dakar. Dakar est une ville qui est extrêmement importante pour moi. J'y suis né et j'étais très pressé d'y retourner et je suis content de savoir que l'année prochaine, ce sera le cas. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les remarques de l'ambassadeur, son Excellence Madame Irène, et bien sûr les maires et les collègues. Peut-être 3 petits points d'introduction. Le premier, c'est que le financement climat et le financement est bien sûr l'élément moteur, c'est le nerf de la guerre. C'est important à tous les niveaux, c'est important au niveau national, au niveau local. Et juste quelques éléments pour l'Afrique. Quand vous prenez toutes les actions climatiques que l'Afrique doit mener d'ici 2030, on a besoin d'à peu près 3 000 milliards de dollars. C'est un chiffre véritablement astronomique et nous ne recevons même pas un centième peut-être de ce montant aujourd'hui. Donc la question de la mobilisation des ressources, de l'accès des ressources est une question fondamentale à tous les niveaux. Et le niveau national et même régional a autant de difficultés à mobiliser que le niveau local ou le niveau territorial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a pris beaucoup de temps, peut-être 15 ans, pour qu'au niveau international, on se rende compte que l'impact, non seulement l'impact est au niveau local, mais la mise en œuvre réussie est au niveau territorial. Je crois qu'il a fallu attendre juste après Paris 2015-2016 pour qu'au niveau des COP, au niveau du groupe africain, on commence à comprendre que véritablement, si nous ne traitons pas cette question des territoires et cette question justement du local, dans la formulation des programmes, dans la planification, dans la mobilisation des ressources, dans l'exécution, dans le suivi et l'évaluation, nous n'aurons jamais une mise en œuvre réussie. Donc, je pose le décor. C'est important, ça a pris 20 ans pour que nous y soyons. Et je pense qu'il y a à peine 2 ans, le comité des chefs d'État africains sur le climat a justement pris une décision pour reconnaître la centralité de la mise en œuvre territoriale et également la mission et le travail de CGLU Afrique dans 3 mandats qui sont pour moi clés. Le mandat de sensibilisation et de plaidoyer que vous faites non seulement en Afrique et au-delà, la gestion des connaissances et le renforcement de capacités, la facilitation et la mobilisation des ressources et bien sûr l'identification et la structuration des portefeuilles de projets. Et à cet égard, le partenariat qui est en train d'être mis en œuvre avec le Forum des caisses, j'ai eu également beaucoup de plaisir à écouter le directeur Ba, qui a fait cas de toutes les activités qui sont en train d'être mises en œuvre au niveau de la caisse à Dakar pour le Sénégal est une très bonne nouvelle. Si je peux, maintenant en termes de la place des collectivités et des défis qui doivent être relevés, j'en vois 4. Le premier grand défi pour les collectivités,
c'est d'aligner et d'intégrer les plans qui sont réalisés dans les collectivités avec les fameuses CDN au niveau Je reviens sur les 4 défis que nous devons relever. Le premier, c'est l'alignement et l'intégration des plans des collectivités dans les fameuses CDN. Parce que la CDN doit englober toutes les actions qui sont réalisées par le pays. Et malheureusement, à bien des égards, on se rend compte que les actions des collectivités ne sont pas intégrées dans ces contributions-là. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est mutualiser les plans des collectivités pour atteindre un volume critique. Alors, dépendamment des pays où on se trouve, on a quelques centaines, voire près d'un millier de collectivités. Il faut aller à une mutualisation, à une agrégation de ces plans-là pour avoir un volume critique, parce que quand on parle de mobilisation des ressources à l'international, la taille est importante. On ne va pas vers un fonds international avec un projet de 100 000 $ ou avec un projet de 1 million de dollars. Mais si nous arrivions à agréger tous les plans des collectivités, par exemple, au niveau d'une région ou au niveau d'un État comme le Sénégal, là, nous aurions une taille critique de peut-être une centaine ou quelques centaines de millions de dollars. Et là, ça va intéresser les mécanismes internationaux. Donc, le deuxième défi, comment mutualiser et agréger nos plans. Le troisième défi, c'est l'identification d'institutions financières capables de porter ces plans. Et je suis très content, encore une fois, que le directeur Ba ait pris la parole avant moi, parce qu'encore une fois, les caisses, dans les pays où il existe des caisses de dépôt, sont généralement les partenaires financiers par excellence des collectivités. Donc, la question de faire accréditer ces caisses aux institutions, aux mécanismes de financement internationaux et que ces caisses, justement, puissent porter les plans agrégés de nos collectivités sont un élément majeur dans la mobilisation des ressources. Et le dernier point, qui est même l'accès à la mobilisation des ressources, que ce soit au niveau territorial ou au niveau national, c'est un défi qui est entier et qui est une expertise extrêmement spécifique. La capacité de formuler des projets et des programmes, c'est une expertise qui est spécifique. Ce n'est pas seulement difficile pour les collectivités. Les ministères ont énormément de mal, les ministères même des finances et du plan ont du mal à élaborer des projets et des programmes pour les mécanismes de financement internationaux. Donc la question de renforcer la capacité de nos planificateurs, de renforcer la capacité au niveau de nos collectivités sur la formulation des projets, sur leur capacité fiduciaire. Parce que si vous voulez, en tant que collectivité, par exemple, recevoir des fonds, soit internationaux, soit d'entités spécifiques, c'est possible. Il faut avoir la capacité fiduciaire, il faut que vous ayez une capacité fiduciaire à même, je veux dire, aux standards les plus élevés, et ensuite d'exécution et de suivi et évaluation. Et je vais terminer par le cinquième défi, j'appelle cela l'agenda de transformation pour CGLUA, pour CGLU Afrique, en tant que justement vaisseau amiral des collectivités africaines. Et je suis content de voir que ce travail a commencé, notamment avec cette readiness symbolique, mais importante avec les 8 pays de l'UEMOA. Le CGLUA Afrique vient d'être accrédité vient d'avoir le statut de partenaire de mise en œuvre par le Fonds vert pour le climat, ce qui lui permet de mobiliser pour les pays et donc pour les collectivités des fonds readiness. Je sais que la prochaine étape, c'est d'aller vers une accréditation pour la gestion des projets eux-mêmes, fonds verts et fonds d'adaptation. Et troisième étape, un partenariat stratégique, non seulement avec l'Union africaine, mais également avec l'UE, avec les grands bilatéraux. Mais encore une fois, il est important que dans la mise en œuvre et la mobilisation des ressources et des collectivités et la position et la place des collectivités dans la position africaine, CGLUA peut justement être la plateforme à travers laquelle, non seulement sur la question de la mobilisation des ressources, mais également sur la question des négociations, peuvent faire passer la position des collectivités au groupe des négociateurs africains, à la conférence des ministres africains, jusqu'au niveau des chefs d'État, puisque, comme je le disais, il y a 2 ans, le comité des chefs d'État africains sur le climat
a pris une décision importante pour la territorialisation des CDN et justement le rôle d'entité comme CGLUA dans la fédération de ces questions-là. Je vais finir avec ça en sachant en plus que son Excellence, le président Macky Sall, deviendra au mois de janvier pour 2 ans le coordinateur du comité des chefs d'État africains pour le climat et le ministre de l'Environnement au Sénégal, le président de la conférence des ministres africains de l'environnement. Nous avons une occasion assez unique de renforcer la position des collectivités à tous les niveaux de la position africaine. J'espère que je n'ai pas excédé mes 7 minutes, mais merci encore. Monsieur le secrétaire général, vous êtes là? Je disais que je vous remercie pour cette excellente contribution qui est aussi en même temps un challenge parce que ce que vous avez décrit peut s'apparenter à un parcours de combattant. Mais en même temps, c'est un défi qu'on doit pouvoir relever. Et si j'ai bien compris, les négociateurs africains vont avoir à cœur d'avoir découvert d'abord que c'est au niveau local que tout se passe et enfin de comprendre que il faut que les ressources du Fonds vert climat et des autres fonds climatiques atteignent les collectivités territoriales. Ce qui, pour le moment, n'est pas encore totalement le cas. Vous avez entendu Madame le maire de Libreville, de Dakar, vous avez entendu pratiquement tous les maires exprimer ce besoin. Et heureusement, vous les avez confortés en disant c'est au niveau local que ça se passe et maintenant on l'a compris. C'est très bien. Et j'espère que les choses vont être clarifiées ou de mieux en mieux clarifiées au niveau de la COP26. Now, Kobe, are you here? Dear Kobe. Jean-Pierre. You are around. So you are the director of ICLEI Africa. You are one of the key players in the implementation of local climate action in Africa. Local pour le climat en Afrique. J'aimerais vous poser la question suivante. Où en sommes-nous concernant la convention des maires de la région subsaharienne? Où est-ce que nous allons? Quel est le message d'espérance pouvons-nous envoyer aux populations, aux acteurs locaux concernant, suite au rapport du GIEC avec l'état d'urgence qui est le nôtre, et d'où allons-nous pour pouvoir aller à CECAP et avoir la mise en place des projets sur le terrain? Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques points? C'est à vous, vous avez la parole, Madame Kobe. Merci, c'est toujours un plaisir en tant que votre équivalente de UCLG Afrique, de parler de la part d'ICLEI Afrique. J'aimerais bien rappeler à tous ceux qui sont là qu'entre UCLG et ICLEI et d'autres réseaux sur le continent africain, comme C40, nous tenons la main. Et avec UCLG Afrique et ICLEI Afrique, nous avons un partenariat très fort qui est manifesté par les mémoires d'entente pour agir et pour tirer les forces les uns des autres. Une chose que j'aimerais souligner, nous avons entendu des histoires d'espérance déjà ce matin, des histoires merveilleuses, mais je continue de dire que nous devons continuer de souligner ces points dont nous avons entendu parler autour du financement climat ensemble. C'est vraiment ensemble et seulement ensemble que nous allons pouvoir nous soutenir et permettre à nos villes au niveau qu'elles méritent. J'aimerais commencer par remercier la maire de Dakar, le maire honorable
Pour ces actions, je vais également parler aux cofondateurs de la Commission des maires, la Convention des maires, le ministère fédéral de la coopération et du développement et l'Agence espagnole du développement international qui est avec nous aujourd'hui, d'avoir vraiment pris cette initiative possible pour un changement. Nous pouvons travailler ensemble avec nos partenaires, CCRE, Expertise France, UCLG et les autres pour mettre en place la COMS-SSA dans l'Afrique subsaharienne. Et nous remercions bien sûr Climate Change pour l'occasion qui nous a été donnée d'organiser cette journée dans le cadre de votre sommet Climate Change. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler dans cette journée de la COM-SSA pour parler des changements et des actions au niveau local. Nous savons déjà que les financements sont un des points clés. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas suffisant. Bien sûr, il nous faut plus de soutien. Et avec ces grandes initiatives que nous ont apportées la COM-SSA, nous voulons remarquer la participation des autres intervenants et nous espérons vraiment que nous pourrions nous rencontrer physiquement lors des événements que nous avons déjà planifiés dans les mois et les années à venir. En tant que hôte, ICLEI Afrique est très fier d'accueillir 260 maires et dirigeants politiques qui partagent leurs connaissances, leurs réussites pour se focaliser sur les défis que nous avons ensemble à relever dans les secteurs du climat ainsi qu'avec les ONG et les industries. Ces politiques font partie de toutes les politiques des villes. Ce n'est pas un plan climat unique et nous devons être sûrs que nous ayons une marche commune pour réussir dans notre résilience, pour aligner nos intérêts concernant le climat. C'est absolument vital, d'autant plus pour pouvoir tirer nos ressources, optimiser nos ressources, nos financements. Lorsque nous développons nos actions, nos plans climat locaux, nous devons garder ces choses à l'esprit, comme nous l'avons entendu. Nous devons nous rappeler de cet alignement avec les objectifs nationaux et les ODD et les inspirations nationales. Même lorsque les leaders, les dirigeants sont engagés dans le changement climatique, la lutte, parfois il y a d'autres priorités sur le terrain. Dans la pratique, des politiques qui peuvent avoir un impact peuvent aussi inclure les autres priorités de développement économique avec aussi la reprise verte et économique après la COVID. Nous devons nous voir comme des institutions qui se complètent, pas qui sont des concurrentes. Comme ça est un catalyseur important pour l'action locale, pour le climat, bien que les villes africaines ont déjà fait l'expérience des changements climatiques et des conséquences négatives, mais les réponses sont dans nos territoires et sont dans nos villes. Les occasions de changement sont énormes. Je suis reconnaissante de savoir que beaucoup de nos intervenants reconnaissent cela ensemble aujourd'hui. La COMSA est là pour équiper les villes dans le planning climatique pour des actions sur le terrain, pour pouvoir cultiver des pratiques pour l'action climat et pour l'accès au fonds climat. ICLEI est là, ICLEI Afrique est là pour apporter un soutien technique, technologique à plus de 260 gouvernements locaux en Afrique subsaharienne pour l'accès aux fondements et pour pouvoir répondre aux objectifs du changement climatique. Notre soutien se couvre tout le procédé, toute la procédure par rapport aussi à l'évaluation des risques, l'évaluation des besoins énergétiques pour cibler les actions climat
et pour les conceptualisations de projets, la priorisation des projets et les études de faisabilité avant de pouvoir apporter les autres étapes. Et c'est là où nous sommes vraiment ravis de pouvoir être en partenariat avec UCLG pour faire ces études de faisabilité, pour les amener dans des projets qui soient soutenus par les banques à l'échelle que nous avons entendue pour pouvoir soutenir ces développements avec ces caps et finaliser les projets. Plus de 600 officiers de ville ont reçu des formations avec 12 projets mis en place qui en ce moment sont soutenus. C'est vraiment bien, mais nous devrions faire plus encore. Je suis confiante que d'autres occasions comme celle-ci aident à mobiliser les acteurs ensemble autour de la question de la durabilité pour lutter contre le changement climatique. Avec la venue de la COP 26 cette année à Glasgow, une ville planifiée est une ville qui est bien préparée. C'est d'autant plus le cas que partout dans le monde, nos villes doivent s'adapter à la pandémie en mettant en place des plans de résilience pour inclure ces plans dans leur avenir. Là, comme ça, élève donc la voix des discours locaux et nationaux pour être représentés lors d'un événement comme celui-ci. Je suis vraiment ravie de travailler main dans la main avec nos partenaires pour être ensemble en tant que signataires, pour apprendre les uns des autres de nos meilleures pratiques et partager nos expériences. Avec la COMSA, les signataires peuvent bénéficier de ressources et nous essayons de les soutenir pour sécuriser les financements. Et nous pouvons le faire encore plus dans les sessions après cette session d'ouverture. Ils pourront également faire de leur plan d'action des actions concrètes sur le terrain, là où les choses sont nécessaires. Je suis fière de pouvoir être à la tête de cette équipe et nous nous attendons à continuer à travailler ensemble avec la COMSA à cause du travail déjà merveilleux qui a été fait pour pouvoir renforcer les capacités de développement. Je veux terminer en disant que nous ne pourrons le faire qu'en partenariat les uns avec les autres pour pouvoir tirer des forces les uns des autres. Et quelle session d'ouverture merveilleuse nous avons en ce moment. Je sais que nous allons tous réussir dans vos délibérations, dans les sessions, dans les ateliers, et j'espère que vous allez apprécier cette journée comme SSA autant que nous. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Kobe. J'ai maintenant une demande de Kobe qui doit nous quitter, donc je veux lui permettre. Merci beaucoup, M. Mbassi. Je suis désolée, je dois présider un atelier d'autonomisation des femmes. Je vais devoir quitter, mais mes collègues sont quand même connectés pour continuer à suivre. Ce que je voudrais simplement dire en conclusion, c'est que nous devons donc favoriser la coopération verticale entre les différents niveaux de gouvernement, local, départemental au niveau du Sénégal et national, mais également encourager le dialogue entre les acteurs territoriaux et les experts nationaux et internationaux autour des défis liés à la finance climat. Favoriser l'accès des gouvernements locaux, des acteurs privés et de la société civile au financement externe à travers l'emprunt obligataire notamment, en tenant compte des difficultés d'accès spécifiques des femmes et des partenariats publics, privés et citoyens équilibrés. À cet égard, l'aide publique au développement ainsi que les fonds climat devraient jouer un rôle d'entraînement sur les montants investis en rassurant les investisseurs et en développant des mécanismes de garantie en faveur des acteurs non étatiques. Car malgré les efforts considérables déployés par les villes dans la mise en œuvre de la contribution au niveau national, elles ne disposent pas de toutes les informations nécessaires pour démontrer leur capacité à mobiliser les fonds via les mécanismes imposés par les partenaires techniques et financiers. Il est donc évident que faciliter l'accès au financement climatique, c'est permettre aux villes, à l'instar de Dakar, d'accélérer la mise en œuvre des PCET
De notre côté, nous, villes, nous devons aller davantage vers la connaissance des sources de financement, des modalités d'accès, des critères d'éligibilité qui sont nécessaires à la bonne préparation d'un dossier de financement. Il nous faut donc aller dans le sens de renforcer les capacités des acteurs internes et externes de nos villes sur les opportunités offertes par la finance climat en vue d'accompagner le processus de lutte contre le changement climatique. Monsieur le secrétaire général, nous entendons parler de milliards et de milliards de fonds verts, mais impossible d'accéder à ces financements. Alors moi, vraiment, je lance un appel pour que vraiment on puisse être capacité, renforcer et peut-être conseiller sur comment faire pour décrocher ces financements qui vraiment nous aideront à mieux travailler pour le bien-être de nos populations respectives. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire avant de vous quitter, monsieur le secrétaire général, et merci de m'avoir redonné la parole encore. Merci. Merci beaucoup, Madame le maire. Évidemment, c'est très inspirant comme d'habitude. Et je suis sûr que vous avez toujours cette tendance à joindre la parole aux actes. Et je vous sais comme ça, je vous connais concret. Et je suis sûr que vous allez être à nos côtés pour que ce combat, parce que c'est un combat, soit gagné. Et ce qu'a dit M. Sénou Nafo nous rassure sur ça. Et vous avez entendu aussi nos collègues de l'Union européenne, du CCRE, nous dire combien l'appui comme SSA va continuer et combien la volonté y est de faire en sorte que la question du climat ne disparaisse pas. Il y a une question qui est Madame Paulina Poti, qui est la question du climat n'est pas à l'intérieur de toutes les politiques, comme on le fait pour la question de l'inégalité. Est-ce que le panel peut répondre à cette question? Frédéric? Oui, merci, merci Jean-Pierre. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je crois que tu as raison. Sans doute, il faut que la question du climat irrigue l'ensemble des politiques. Et c'est un peu l'objectif d'ailleurs du Green Deal qui a été proposé par la Commission européenne, c'est que désormais, toutes les politiques européennes doivent intégrer cette question climatique dans leur propre problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas un financement pour le climat et puis à côté, on fait ce qu'on veut, mais que vraiment, dans chaque investissement, dans chaque politique, on prenne en compte cette question de l'enjeu climatique. Et nous, c'est évidemment ce que nous portons et ce à quoi nous aspirons. Alors peut-être effectivement s'inspirer du travail qui est fait pour la lutte contre les inégalités, mais même dans la lutte contre les inégalités, on le sait bien, la question climatique est essentielle parce que le changement climatique est lui-même porteur de grandes inégalités entre les citoyens, entre les femmes et les hommes, entre les jeunes et les anciens. Et donc, il faut l'intégrer dedans et il faut effectivement qu'on ne peut plus avoir une politique climat. On doit avoir le climat qui irrigue l'ensemble des politiques publiques. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais peut-être pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Madame le maire concernant la formation, je crois qu'elle a raison de dire que nous avons une responsabilité nous-mêmes à organiser finalement la formation des techniciens dans les villes, la formation des élus locaux pour expliquer comment avoir accès à la finance. Ce n'est pas seulement donner l'accès à la finance. La Convention des maires en Afrique
n'aura jamais les financements pour soutenir l'ensemble des collectivités africaines. Par contre, on sait qu'il y a de l'argent dans les fonds climat au niveau européen, au niveau global, avec les bailleurs. Donc, il faudrait qu'on fasse un module de formation, qu'on crée un module de formation, peut-être pour les collectivités locales, pour expliquer comment aller chercher l'argent et comment le gérer, parce qu'il faut aussi après rendre des comptes et pouvoir utiliser cet argent de la meilleure manière. Peut-être c'est quelque chose sur lequel la Convention des maires pourrait travailler avec les partenaires présents pour les années qui viennent. Merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, à part celle qui vient. Je crois que Kobe disait, c'est une question de mainstreaming en anglais, effectivement, c'est le mainstreaming du climat dans l'ensemble des politiques. Non, mais la question que je pose, le mainstreaming, on l'a vu, c'est les box qu'on stick. On dit, bon, je coche cette case, je coche cette case. Si c'est ça, le mainstreaming, on rate un peu les choses. Donc, quelque part, je crois qu'il y a une réflexion plus profonde à conduire, qui nécessite peut-être un peu plus de recherche que ce que nous pensons a priori comme ça. Moi, je propose que là-dessus, il y ait une vraie prise en charge de cette question par les associations des collectivités territoriales. Maintenant, je pense que il y a une question qui est posée par Aboubakari Silla, qui dit: n'est-il pas possible de négocier une coopération directe avec les collectivités en vue de faciliter le financement des projets structurants des collectivités par le biais des mécanismes de financement de l'Union européenne? Qui répond à cette question? Madame l'ambassadrice, c'est toujours là? Madame l'ambassadrice, je peux essayer de répondre à la question. Bonjour à tous, mon nom est Lénéque Georgelin, je suis en charge à la délégation de l'Union européenne à Dakar du portefeuille connectivité investissement durable. Donc je remplace Madame l'ambassadrice qui a dû quitter le panel pour une réunion très importante. Je peux essayer de peut-être fournir quelques éléments de réponse. D'abord, pour reprendre un petit peu ce qui a été discuté ces dernières minutes, je ne peux que confirmer qu'avec notre nouveau cycle, avec le pacte vert, le Green Deal, et je pense que c'était déjà le cas depuis quelques années, nous avons une obligation et nous essayons de faire un peu pour intégrer les aspects environnementaux, les aspects climatiques dans toutes les opérations, dans tous les projets que nous finançons. Et cette tendance s'est fortement renforcée ces dernières années, notamment par le Green Deal. Et maintenant, c'est vraiment un axe fort de notre coopération actuelle et de notre future coopération. Donc ça, je ne peux que confirmer. C'est vraiment une intention très, très, très forte. Sur la mobilisation des financements, si je peux donner un petit peu l'avis peut-être d'un partenaire au développement que nous sommes Union européenne, il y a une volonté également très forte, je crois que Madame l'ambassadrice l'a dit, de travailler avec les acteurs locaux, les autorités locales, les représentants de la société civile, avec les jeunes, avec qui nous essayons vraiment de développer une relation. Donc, nous avons une volonté très forte à ce niveau-là. Et nous avons également une volonté très forte de pouvoir mobiliser des financements les plus importants possibles, en essayant également de faire un effet levier avec les banques de développement qui ont une capacité très importante. Madame l'ambassadrice a parlé de la Banque européenne d'investissement, ce n'est pas la seule, mais d'essayer avec nos enveloppes d'avoir un effet levier et de financer des projets vraiment très structurants pour le développement des communes, le développement des centres urbains, et pour que ce soit un développement durable. Donc là est notre volonté. Ce dont on a besoin, par contre, c'est d'une contrepartie solide, forte, formée et qui soit très structurée. On a besoin, entre guillemets, de répondants pour pouvoir nous parvenir à mobiliser ces fonds.
Et c'est parfois un problème. Je pense qu'il y a effectivement un axe de progrès qui consiste à renforcer les capacités au niveau des autorités locales. On sait que dans beaucoup de pays, les politiques de décentralisation ne sont pas complètement mises en œuvre, ce qui implique un manque de transfert de moyens vers ces autorités locales. Et donc, ces autorités locales se retrouvent avec une capacité relativement faible à se structurer, à s'organiser, à recruter du personnel, à le former, du personnel compétent pour pouvoir préparer les projets, préparer les investissements. Donc, il y a là un manque, et nous on le ressent également lorsque nous préparons des interventions, des investissements. On travaille historiquement et très bien avec les gouvernements, avec certaines agences gouvernementales. Je prendrai l'exemple du Sénégal où il y a plusieurs agences qui sont relativement bien structurées avec qui nous travaillons. Si nous souhaitons, je dirais, descendre au niveau départemental ou communal, c'est un petit peu plus compliqué. On a des projets, bien sûr. Je pense que les projets à Dakar et Pikine, dans le cadre de la Convention des maires au Sénégal, en sont des exemples. Mais ce sont des projets de quelques millions d'euros. On ne parle pas de gros investissements structurants. Lorsqu'on parle d'un BRT ou d'un train express régional à Dakar, on travaille avec des agences gouvernementales. Bien sûr, on essaye d'impliquer au mieux les autorités locales et je crois que c'est une première étape de les impliquer pour que l'information, leurs besoins et leurs contraintes soient remontées au niveau de ces projets. Mais on travaille encore avec des maîtrises d'ouvrage qui sont au niveau gouvernemental ou agence nationale. Donc, si on veut descendre, je dirais pour avoir un impact plus fort et un meilleur impact au niveau local, il y a vraiment un aspect de renforcement des capacités de ces autorités par la mobilisation de ressources domestiques qui permettra à ces communes, à ces autorités d'être beaucoup plus solides et fortes. Voilà ce que je peux ajouter au débat. Est-ce que Madame Paulina Potemski est la dernière intervenante à prendre la parole avant la conclusion parce qu'on a dépassé l'horaire imparti? Madame Paulina? Est-ce que Madame Paulina Potemski est encore là? Bon, alors apparemment, Madame Paulina Potemski n'est plus avec nous. Donc voilà, moi je voudrais conclure en 3 ou 4 phrases. Allô? Ah, Madame Paulina Potemski, vous êtes là? Oui, oui, je suis là, excusez-moi. Bon, allez-y alors. Alors, c'est vraiment un honneur que vous me faites de me laisser la parole parce que j'ai en fait pas mal de questions. Enfin, et je vais les résumer en une seule, mais Oui, s'il vous plaît. j'ai travaillé dans l'équipe climat pour la France, surtout avec les collectivités locales, et on s'est déjà rencontrés, monsieur, des années. Ne croyez-vous pas que toutes ces questions de finances, enfin déjà Covid-19, climat, en fait, pour moi, c'est la même chose. Après, comment est-ce qu'il faut parfois chercher des finances climat pour dire que les collectivités locales sont les éléments les plus importants? Pour moi, c'est évident que les collectivités locales sont les acteurs les plus importants et je ne comprends pas comment est-ce que pour l'instant, on n'arrive pas à montrer aux institutions que ce ne sont pas les États, mais les collectivités locales ou en lien. Et je pense que les appels à projets, on peut les rédiger différemment et que c'est quelque part une façon de rédaction et de subtilité qu'on pourrait être prêt à revoir. Et c'est pas difficile en fait, c'est ça que je veux dire. Merci, madame. Je pense que votre souci et votre formulation, au fond, c'est comment faire atterrir l'argent là où il doit être. Oui, tout à fait. Les choses se fassent. Oui.
Et l'autre face de cette question, c'est si c'est si évident, pourquoi quelque chose de si évident n'est pas fait? Et là, il faut interroger la manière dont l'ensemble de nos institutions fonctionnent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Et donc quelque part, c'est pour ça que je disais à Frédéric tout à l'heure que c'est un chantier que nous devons prendre à bras le corps pour faire une narration nouvelle et convaincre ceux qui commencent à s'apercevoir. Hein. Vous avez entendu l'ambassadeur Céline Afo dire qu'ils ont pris 20 ans pour comprendre. Bon, maintenant qu'ils ont à peu près compris, il faut leur montrer que la mécanique peut aussi être mise en mouvement pour que l'argent arrive là où il doit arriver. Tout à fait d'accord. Mais ce que moi je me dis en ayant vu un petit peu du terrain en Afrique, en Asie, en Europe, c'est plus facile, c'est que parfois les gens qui sont très récriminants et qui sont très force et qui veulent vous dire ouais mais c'est pour moi, c'est hyper important. Et ben parfois on peut apprendre de ces gens vraiment sur le terrain pour le traduire en des choses très administratives et du coup politiques pour faire un projet qui soit meilleur, mais qui réponde aux besoins qui sont vraiment sur le terrain. Et du coup, l'écoute même de ces choses très, très difficiles et pas simples, peut-être que c'est une bonne idée, mais c'est juste une interprétation de ma part. Merci. Merci, elle est importante, elle est bien reçue. Et voilà, moi je voudrais qu'on termine cet atelier ici en disant que moi j'ai entendu deux ou trois bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que bon, tout le monde reconnaît maintenant que l'action se passe au niveau local, au niveau des territoires, au niveau des villes. Et c'est là où il faut insister pour changer. Deuxièmement, tout le monde dit que il faut effectivement continuer à appuyer la Convention des maires pour le climat et appuyer la transformation des plans CIRCAP en projet climatique. J'ai aussi entendu que tout le monde dit que pour ça, il faut que les associations nationales de collectivités territoriales soient renforcées. Ce que quelque chose qui est moins engageant, c'est ce qui a été dit par notre ami Céline Afo en disant bon, vous avez des défis. Un des défis que vous avez, c'est que pour le moment, vous ne savez pas mutualiser vos demandes. Deuxièmement, vous devez travailler à mieux intégrer vos plans au CDN. Et puis, surtout, vous devez considérer que la mobilisation des ressources est un métier et que vous devez absolument renforcer votre capacité fiduciaire si vous voulez accéder à du gros argent. Et enfin, il dit qu'il faut absolument qu'on ait un agenda de transformation, je suppose, de toutes les associations nationales et continentales pour que la voix soit plus audible. Et ça, c'est un chantier que nous devons ouvrir. Ce que je retire de là, c'est que la porte est entrouverte. Maintenant, à la COP26, il va falloir être plus vocaux et peut-être plus organisés. Comme il y a une rencontre des maires qui est organisée à l'occasion de la COP26, j'espère que notre voix sera encore plus entendue. Et j'espère que le groupe africain nous démarquera une place pour aussi nous adresser à lui, pour que la voix des collectivités territoriales résonne à ce niveau-là aussi, et pour qu'on parte de Glasgow avec des promesses d'actions concrètes au niveau des territoires et d'ouverture de toutes les institutions de financement climatique à l'endroit
des collectivités territoriales. Moi, je propose que la coopération décentralisée, qui est au fond notre mécanisme nous, de renforcement mutuel, soit mieux financée. Et pour le moment, elle n'est pas très bien financée. Et là aussi, il y a une mutualisation à faire. Et je crois que nous devons travailler ensemble à trouver les moyens, peut-être par le GECOM, par des partenariats entre les sections de CGLU, avoir une mutualisation et avoir la capacité de faire financer cette mutualisation par les fonds climatiques. Je ne sais pas, mais c'est un chantier. Voilà, je remercie tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions et je remercie tous les participants pour la qualité de leur écoute et de leur réaction. Et bonne suite des travaux. À bientôt. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Merci, merci à tous. Thank you, Jean-Pierre. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Thank you, Climate Chance.